Saviez-vous que les couples, comme dans les grands récits de mythologie, sont construits autour de ce que les thérapeutes appellent un mythe fondateur? Mais qu'est-ce que le mythe fondateur dans le couple? Quelle est sa fonction? Quels sont les risques qui sont liés à son érosion ou à sa disparition? Et s'il est menacé, comment le préserver? Je m'appelle Julien Bess, je suis psychologue et aujourd'hui nous allons répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Alors, en préambule, peut-être qu'il est important de se poser la question, qu'est-ce qu'un mythe? Claude Lévi-Strauss, en réponse à la question d'un journaliste pour la télévision, définissait le mythe comme une histoire qui cherche à rendre compte à la fois de l'origine des choses, du présent et de l'avenir. Et à ce stade, il va quand même être important de différencier une rencontre du couple. Il est tout à fait possible d'aller rencontrer plein de personnes, d'être en relation avec elles, mais sans pour autant qu'il y ait la volonté de fonder un couple. À titre d'exemple, il existe des sites de rencontres qui sont faits justement pour des rencontres, mais pas forcément pour que les personnes qui se rencontrent sur ces sites-là se mettent en couple. Donc dans cette vidéo, on va vraiment s'intéresser à ces personnes qui choisissent de se mettre en couple, pas uniquement les personnes qui vont se rencontrer, quand bien même les rencontres s'effectueraient plusieurs fois sur une période de temps plus ou moins longue. Pour Robert Neuburger, qui est un des grands spécialistes du couple, le mythe magnifie la rencontre. C'est le premier pôle de croyance quand le couple se constitue. Pour lui, le couple se forme lorsque deux personnes commencent à se raconter un couple et ce récit de couple va les raconter en retour. Et donc ce récit n'est plus sur le même plan logique que la réalité quotidienne qui précédait leur rencontre et qui s'imprègne immédiatement d'un mythe fondateur. En fait, c'est un récit qui va se construire dans le couple et qui va venir expliquer l'irrationnel de la rencontre, qui va venir mettre du sens. Et pour Philippe Caillet, qui est un auteur dont on a déjà parlé dans une vidéo sur la chaîne à propos des objets flottants, tout couple, et c'est particulièrement évident aujourd'hui, n'est autre qu'un récit auquel on accorde crédit, donc un conte au sens noble du terme. Donc vous voyez, pour les thérapeutes et notamment tous ceux qui ont l'habitude de travailler avec les couples, ces récits qui entourent la formation, la construction du couple, sont d'une extrême importance. Ils sont tellement importants qu'on aurait presque tendance à dire que c'est le récit, avant tout, qui fait couple. C'est important de vous dire que la majeure partie des informations que vous allez trouver dans cette vidéo sont tirées d'un ouvrage de Robert Neuburger qui s'appelle Thérapie de couple, et comme d'habitude, si jamais ça vous intéresse de le lire, je vous mettrai des liens dans la description de la vidéo pour que vous puissiez vous le procurer. Dans cet ouvrage, ce grand spécialiste du couple nous explique comment est-ce que ces couples, justement, sont faits de différentes composantes. Et il nous explique que lorsqu'il y a un problème dans le couple, ça peut être relié à une ou plusieurs de ces composantes du couple. Donc du coup, c'est essentiel pour les thérapeutes de distinguer ces différentes sources de problèmes, parce que chacune va nécessiter une approche distincte. On ne pourra pas aborder de la même façon des situations liées à la défaillance du mythe fondateur ou à un manque de reconnaissance par le contexte familial. Vous pouvez déjà vous appuyer sur la conceptualisation des trois forces du couple dont on a déjà parlé dans une précédente vidéo sur cette chaîne, ne serait-ce que pour repérer à quel endroit est-ce qu'il peut y avoir un problème et donc du coup, quelle force est-ce qu'il va falloir développer soit dans votre propre couple, soit pour les couples que vous accompagnez. Et maintenant, si on vient s'intéresser un petit peu plus spécifiquement à la question du mythe dans le couple, la première question qui va se poser, c'est de quelle manière est-ce qu'on peut savoir quel est le mythe fondateur d'un couple? Bien pour ça, il peut être intéressant tout simplement de commencer à faire raconter aux gens pourquoi est-ce qu'ils se sont mis ensemble. On peut faire raconter aux gens quelles sont les conditions de leur rencontre, comment est-ce que les choses se sont passées, qu'est-ce qu'ils se sont dit l'un et l'autre de leur côté, leur faire raconter ce qui les a séduits initialement chez leur partenaire. Et en général, même dans les couples qui arrivent avec des griefs, avec des reproches, faites-leur raconter les conditions de leur rencontre et en général, vous allez observer que le ton change presque instantanément et que c'est un récit à deux voix en général qui commence à se composer. Ils peuvent raconter qu'ils se sont rencontrés dans un bar et qu'il était là à commander à boire pour ramener à la table de ses amis et puis qu'elle s'est levée d'une table voisine, qu'ils se sont entrechoqués et puis que l'intégralité des verres s'est renversée sur elle et puis à elle de rajouter 20 ans après qu'il est toujours aussi maladroit. Vous voyez, ce genre de récits-là vont fonder le mythe du couple. Et à l'intérieur de ce mythe, il va toujours y avoir des composantes de hasard, des composantes de destin, des choses qui étaient écrites, qui étaient faites
pour se passer de cette manière-là. Et à ce moment-là, au moment de la rencontre, il peut y avoir des éléments narratifs qui vont perdurer tout au long de la vie du couple. Par exemple, dans ce couple-là, le fait que monsieur soit maladroit. Souvent, ce qu'on peut constater, c'est qu'à travers le récit qui va commencer à se construire dans le couple, il va y avoir une certaine réécriture des événements du passé. Comme l'exprimait Kierkegaard, nous deux, nous sommes prédestinés l'un à l'autre, pas de doute, et je découvre que mon amour pour toi est aussi vieux que moi-même. Ce que ça veut dire, c'est que bien souvent, justement, dans cet univers mythique du couple, il y a cette notion que ces deux personnes étaient faites pour se rencontrer, et que toute leur vie les a menés à ce point bien précis de la rencontre, et que ça, d'une certaine manière, c'était quelque chose qui était écrit, c'était quelque chose qui était significatif, qui donne sens à leur existence. Et ce genre de récits ne sont absolument pas des choses qu'il faut prendre à la légère. D'abord parce que c'est vrai, l'intégralité de leur existence à l'un et à l'autre les a menés à ce point bien précis de la rencontre, et que le fait de donner un sens à cette rencontre va être d'une importance capitale pour la suite du couple. Il va y avoir cette réécriture des événements du passé qui va s'opérer dans la mesure où on va aller sélectionner à l'intérieur de notre histoire des éléments qui donnent du sens, qui donnent de la cohérence à l'ensemble. Ça peut donner des constructions comme « c'était évident, lui il a toujours été comme ça dans sa vie, et moi toujours de cette manière-là, on était fait pour être ensemble, on était fait pour se rencontrer ». Donc du coup on va aller sélectionner des histoires même avant la rencontre pour pouvoir donner du poids, donner du pouvoir significatif à cette dernière. Et si ce mythe fondateur vient à manquer, le couple ne sera jamais réellement fondé et va souffrir presque toute son existence de ce manque initial. Et c'est la raison pour laquelle tous les couples qui se fondent à partir d'une nécessité, ça peut être par exemple des couples qui vont se fonder pour qu'il y ait un droit de séjour, des couples qui vont se fonder à partir d'une grossesse non désirée, eh bien tous ces couples-là sont des couples qui peuvent manquer de ce mythe fondateur initial. Et ça ne veut pas dire que dans la construction du couple, il ne peut pas y avoir des éléments d'ordre plus rationnel, comme des projets d'enfants, un équilibre matériel, etc. Et pour Robert Neuburger, ce mythe fondateur va plutôt avoir tendance à se renforcer, à se spécialiser avec le temps, et il ne va pas, au contraire, s'émousser. Mais une des choses qui peuvent se produire et qui peuvent mettre en danger ce mythe fondateur, c'est si un des deux membres du couple, justement dans la rencontre initiale, avait avancé des choses qu'en réalité, il n'avait pas, s'il y avait d'une certaine manière tromperie sur la marchandise de départ. L'exemple qui est donné dans l'ouvrage, c'est un des deux partenaires, par exemple, qui va se présenter initialement comme ayant lu l'intégralité de La Recherche du temps perdu de Proust, ce qui séduit énormément l'autre partenaire du couple, et donc du coup, il y a quelque chose qui se met en place au début à travers ça, à travers le fait qu'ils aiment tous les deux la littérature, qu'ils aiment tous les deux le style comme ça, avec les longues phrases, avec des constructions complexes, et qu'en fait, on se rend compte à un moment donné de la vie du couple que ce n'était absolument pas vrai, et donc du coup ça vient remettre en cause les fondements même du couple, ça vient attaquer le mythe fondateur, ça vient attaquer le récit sur lequel s'est construit les bases, les fondations du couple. Vous pouvez avoir aussi dans l'univers mythique du couple quelque chose qui ressemble dans les récits à des épreuves ordaliques, c'est-à-dire des épreuves qui ont vraiment mis en danger la vie du couple, notamment dans ses fondements. Ça peut être des couples qui se sont construits vraiment avec des débuts très laborieux, où il y a eu des séparations, il y a eu des trahisons, il y a eu des épreuves qu'ils ont dû traverser. Donc dans tous ces récits, que ce soit ceux qui sont basés sur la notion de hasard, la notion de prédestination, la notion de dépassement des difficultés. Il y a toujours cette idée que la dimension mythique est présente, et c'est elle qui va agir comme tiers fondateur et qui va légitimer le couple. Quand les personnes vont raconter les conditions de leur rencontre, ce qui les a attirés l'un envers l'autre, vous allez souvent retrouver les notions de différence et de semblable. L'exemple qui est donné par Robert Neuburger dans son ouvrage est celui du philosophe Jean Toussaint de Santi et de sa femme, Dominique de Santi, qui se sont exprimés alors qu'ils avaient plus de 80 ans sur ce qui a fondé leur couple alors qu'ils étaient fort jeunes. Et lui, il dit quelque chose qui a rapport avec la différence. C'est-à-dire, j'ai rencontré Dominique pour la première fois au printemps 1937. J'avais été frappé par son aisance dans le rapport aux autres, sa façon d'aborder les gens sans distance. Son aisance pouvait presque ressembler parfois à une certaine brutalité tellement il lui était aisé d'attirer les gens dans son orbite. Elle était totalement directe et ça m'avait beaucoup séduit, moi qui suis plutôt distancié à l'égard des autres. Oui, ça m'avait beaucoup séduit puisqu'elle était au plus loin de mes habitudes et de mes façons d'être. Donc vous voyez que pour lui, dans son récit du mythe fondateur du couple, il y a
cette notion très importante accordée à la différence. Alors que elle va raconter les choses d'une manière un tout petit peu différente, puisqu'elle va dire « Cette opposition de nos éducations faisait que nous étions l'un pour l'autre la pointe extrême de l'exotisme, avec quand même quelques traits de caractère importants en commun. On était d'accord sur un point, on ne voulait pas d'enfants. D'abord, n'avoir aucune ambition sociale. Nous trouvions ridicule l'obsession de la réussite, nous avions la haine des classes sociales, nous étions franchement rebelles, sans aucun respect des barrières. Nous n'étions pas chauvins, ni l'un ni l'autre. L'argent nous intéressait peu, on avait peu de désir de propriété. » Et ces éléments narratifs, qui vont être basés pour lui sur la différence et pour elle sur le semblable, vont durer toute la vie du couple et vont faire partie de cette mythologie de leur couple qui aura duré plus de 65 ans. Donc vous pouvez avoir des couples qui sont fondés majoritairement sur du semblable, des couples majoritairement sur du différent, ou alors, comme ça a été le cas aujourd'hui, par rapport à une logique complémentaire. Ça va vraiment dépendre des couples et ça va être très important de venir le relever. Et ça peut même être une question qui va être posée explicitement, c'est-à-dire dans les débuts de votre rencontre, qu'est-ce qui a été le plus dominant? Ce qui était semblable entre vous, ou alors ce qui était différent. Et ça va être très important puisque justement, les crises que vont traverser les couples, ou les raisons qui vont les pousser à les consulter, peuvent être liées justement au fait qu'il y a une déception vis-à-vis de ce qui a été perçu originellement. C'est-à-dire par exemple que le semblable va être devenu trop familier, ou que le différent va être devenu un gouffre qui sépare les gens. Et donc du coup, une des pistes d'intervention pourrait être de retrouver sur le terrain des représentations ce qui initialement faisait partie du contrat initial, ce qui faisait partie de l'univers du mythe fondateur du couple. Et il est impossible d'une certaine manière de parler de la notion de mythe fondateur du couple sans parler de la notion rituelle qui y est associée. Puisque mythe et rituel, tout en étant différents, sont de nature complémentaire. Si j'utilise un vocabulaire qui est propre à celui de l'approche systémique, on pourrait dire que les mythes ont rapport avec le digital et les rituels avec l'analogique. Si jamais cette distinction entre ces deux termes ne vous parle absolument pas, ne vous inquiétez pas, vous pourrez retrouver une explication sur une précédente vidéo que j'ai faite sur la chaîne et je vais vous mettre un lien juste au-dessus pour que vous puissiez aller la voir si jamais ça vous intéresse. Et en substance, ce que ça veut dire, c'est que les rituels sont des éléments qui vont être en lien avec le récit du mythe fondateur, qui vont être en lien avec ce qu'on a l'habitude de se raconter à propos de notre couple, mais qui va prendre une voie de réalisation détournée, qui va prendre une voie de réalisation symbolique. Ça peut être ce que l'on va faire dans le quotidien, ça peut aussi être des rituels qui vont être beaucoup plus ponctuels. Pour reprendre un des exemples qui est donné par Robert Neuburger, toujours à propos du couple des deux sentis, ils se réunissent au moins une fois tous les 6 mois. Leur habitude, c'est d'ouvrir une bonne bouteille de vin, de se retrouver au restaurant, et alors, ils se posent toujours la même question. Alors, on arrête ou on continue? Et ils ont fait ça tous les 6 mois de leur vie de couple qui a duré 65 ans. Et si vous remarquez ça avec moi, absolument tous les couples ont des petits rituels de cet ordre-là, et si on y regarde de plus près, ils sont reliés au mythe fondateur du couple. Ça n'est pas toujours le cas parce que vous avez différents types de rituels, mais vous pouvez être sûr que s'il y a certains rituels qui ne se font plus et que ça crée une crise importante dans le couple, c'est que ce rituel avait une fonction analogique qui venait dire quelque chose du mythe fondateur du couple. Et donc du coup, la proposition que je vous fais, c'est que potentiellement, dans l'espace de la thérapie, il est possible de venir travailler ça, il est même possible de venir inventer ou réinventer des nouveaux rituels qui soient en lien avec cette dimension mythique. Ce que je vous propose de faire, c'est d'écrire dans les commentaires les petits rituels qui sont ceux soit de votre couple, soit que vous avez pu observer chez un couple d'amis ou un couple que vous accompagnez. Et ensuite, vous pouvez soit le faire vous-même, soit on essaiera de le faire ensemble, essayez de se demander si ces rituels-là sont reliés à un pôle mythique, c'est-à-dire est-ce que ces rituels-là disent quelque chose dans un langage analogique à propos d'un contenu digital qui a rapport avec un univers mythique. Lorsque le couple des deux sentis se pose cette question rituelle tous les 6 mois, qu'est-ce que ça vient dire du mythe fondateur de leur couple et de leur volonté de faire quelque chose d'anticonventionnel, de garder une forme de liberté, de ne pas se reposer sur ses acquis. Enfin, vous voyez, il y a des dimensions comme ça, qui sont des dimensions mythiques et qui se représentent à travers l'univers des rituels. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner et activer la clochette des notifications si vous souhaitez être au courant de l'apparition du contenu et si vous souhaitez soutenir le développement de la chaîne. En ce qui me concerne, j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous.